Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'achat immobilier en Chine en tant qu'étranger. J'ai beaucoup parlé de l'achat immobilier en couple, étant donné que nous on achète nos biens immobiliers en couple, mais j'ai eu plusieurs questions récemment sur l'achat immobilier en tant qu'étranger qui est seul en Chine, qui veut acheter en son nom propre, ou bien alors qui est en couple mais qui veut acheter en son nom. C'est un petit peu plus complexe. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est qu'on a le droit qu'à un seul bien immobilier en nom propre en tant qu'étranger en Chine. Dans les statistiques, en fait, ils peuvent le savoir que par région. Du coup, on pourrait théoriquement en avoir un dans chaque région, mais il y a une nouvelle réglementation qui est passée qui vous demande de attester sur l'honneur que vous n'avez qu'un seul bien en Chine pour toute la Chine. Donc vous avez le droit qu'à un seul bien en nom propre en Chine continentale. Deuxième règle pour acheter en tant qu'étranger donc sur place en Chine, c'est de travailler en Chine depuis au moins un an. Du coup, ça va limiter énormément de personnes qui voudraient par exemple faire de l'investissement, du spéculatif ou des choses comme ça. D'ailleurs, on pourrait faire que de l'investissement, du spéculatif et de la plus-value parce que on n'a pas le droit de le louer non plus. On a le droit d'acheter qu'un seul bien immobilier pour son usage personnel. Vous n'avez pas le droit de faire de la location, de le mettre en location. Du coup, ça va être un petit peu plus complexe aussi. Donc la seule chose qu'on pourrait faire éventuellement, c'est effectivement compter sur la plus-value, de faire par exemple comme moi j'ai fait dans le centre de la Chine ici à Guiyang pour mon gros appart. Notamment, je vous disais, j'achetais en face du nouveau centre-ville lorsqu'il était en construction. Et voilà, le truc maintenant il a doublé de valeur. Et du coup, c'est toujours intéressant quand tu te prends au final 20% de rentabilité par an sur 5 ans. Pourquoi pas. Cependant, du coup, vous allez être un petit peu limité parce que vous avez le droit qu'à un seul. Mais si vous en avez le droit qu'à un seul, essayez de le faire sur les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Ça prend très vite de la valeur. Ou bien à un endroit où il va y avoir des projets, des constructions, des malls, des métros qui vont se construire pour essayer de ne pas perdre d'argent là-dessus, en sachant aussi qu'on a en Chine un système de bail amphithéotique, c'est ça je crois, qui veut dire qu'on a le droit de posséder le bien immobilier seulement pendant une durée limitée, comme par exemple les terrains à Londres ou n'importe quoi, ou comme quand on fait un bail ici. Mais ici c'est plus entre particuliers en Thaïlande. En Chine c'est auprès du gouvernement qu'on fait notre bail, et le bail est d'une durée de 70 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 70 ans après la date d'achat de votre bien immobilier, vous n'avez plus le droit de propriété. Donc en règle générale, le gouvernement chinois, quand il veut récupérer les biens immobiliers, il va indemniser les personnes qui vivaient là-dedans. Il va leur offrir par exemple un appartement plus grand, même s'il est un peu plus excentré, ou une compensation financière. Je ne sais pas comment ça se passe quand le propriétaire est étranger. Je ne sais pas s'il va avoir justement tous ces bénéfices que l'on pourrait avoir quand on est chinois par exemple, et qu'on se fait récupérer notre bien immobilier par l'État chinois. Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Autre question qui me revient de temps en temps aussi, c'est la possibilité d'emprunter à la banque pour acheter le bien immobilier. Alors il faut savoir qu'en Chine, on peut emprunter à la banque à partir du moment où on travaille en Chine justement, et comme c'est une condition pour pouvoir acheter, eh bien vous allez être obligé. Si vous bossez en Chine depuis plus d'un an, la banque peut vous prêter de l'argent en fonction de vos revenus. Par contre, les taux sont pas super intéressants. On est sur du taux comme du prêt conso en France, c'est-à-dire du 7%, 9%, on va dire entre 5 et 9% en règle générale, mais on va tourner autour de 7%. Et du coup, c'est pas très intéressant. Il vaudrait mieux emprunter en France à un taux beaucoup plus bas, ou bien alors payer cash, parce que du 9% ça fait mal quand même quand c'est sur du long terme. Et il faut savoir qu'on n'a pas le droit non plus d'arriver avec comment ça s'appelle, il faut au moins un minimum d'apport personnel. Je sais plus à combien c'est, mais pour le premier appartement je crois que c'est 20%, et pour les suivants, pour les Chinois, il faut au moins mettre 40-50% parce qu'ils essayent de justement limiter la spéculation sur l'immobilier en Chine. Donc pour vous, vous allez vous prendre la première règle, comme vous avez le droit qu'à un seul bien immobilier, c'est-à-dire je pense, si je me souviens bien, c'était 20% d'apport personnel minimum pour acheter le bien immobilier. Et dans un deuxième temps, il faut savoir que la banque ne vous prêtera jamais plus que 50% de votre capacité d'endettement, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'arriver non plus avec un prêt immobilier qui a plus que 50% de vos revenus. Du coup, ça limite bien, vaut mieux acheter en couple ou au nom de son épouse, si vous avez un contrat de mariage, c'est important. S'il n'y a pas de contrat de mariage, par contre, c'est plus facile d'acheter au nom de la personne avec qui vous êtes, mais il faut pouvoir garantir que c'est vous qui avez apporté les fonds. Sinon, si jamais il y a séparation, vous l'avez dans le baba et vous perdez tout simplement votre bien immobilier. D'accord? Les Chinois, c'est très important, la loi est sur la personne qui a payé, qui a apporté l'argent. Donc il faut pouvoir prouver ça, d'où venaient les fonds. Même si c'est au nom par exemple de votre compagne, si c'est vous qui pouvez prouver que vous avez apporté les fonds, en théorie, l'appartement vous appartient à vous.
Mais donc faire attention parce que quand on veut acheter comme ça au nom d'une autre personne, parfois ils vous font signer, ils font un certificat de célibat de la part de la personne chinoise et un autre certificat qui dit qu'au final vous offrez l'appartement à la personne et dans ce cas-là vous êtes cuit. Donc vaut mieux, si vous voulez le faire en couple, le faire après le contrat de mariage. Et dans ce cas-là, là c'est bon, c'est partage des biens, comment est-ce qu'on appelle ça en français, je sais plus, un truc partage des biens, communauté des biens ou je sais pas quoi là. Et dans ce cas-là, bon c'est plus pratique, même s'il y a un certificat de célibat ou n'importe quoi pour faciliter la paperasse parce que c'est plus complexe quand on est étranger, notamment au niveau du notaire. Au moins vous êtes sûr au cas où. Voilà, donc c'est plutôt complexe d'acheter en nom propre en tant qu'étranger. Si vous avez des expériences là-dessus, je serais ravi de les écouter en commentaire, mais j'espère que ces quelques indications vous aident à y voir un petit peu plus clair. Moi je n'ai pas de bien en mon nom propre à 100% en Chine parce que c'était un petit peu trop compliqué comme ça. Donc on a tout fait en couple. Voilà. Si ça vous plaît, laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez des précisions surtout, posez la question dans les commentaires. À très vite pour une autre vidéo, bye bye.